Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations pour discuter comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'État. CCR c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional, CNSMD c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est un entretien avec Ciel que j'ai rencontré lors d'un cours de danse à Paris et on a pas mal sympathisé et du coup, on a un petit peu gardé contact. On avait pas mal échangé sur plusieurs sujets. Donc du coup, j'ai décidé de vous partager lors de cette entrevue avec elle son point de vue sur certaines choses. Donc, eh bien voilà, bonne écoute. Salut! Hello! Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, c'est cool, je suis contente de faire ça. Ouais, mais trop bien, mais moi aussi. Alors, par contre, c'est la première fois. Alors, je vais bégayer et voilà. Mais ça devrait bien se passer. Mais oui, y a pas de souci. Voilà. T'inquiète pas. Bon bah t'es prête pour qu'on commence? Ouais, carrément. Vas-y, c'est parti. Ok, alors, est-ce que tu peux te présenter avec ton nom, ton âge et ton parcours s'il te plaît? Ouais. Donc, du coup, je m'appelle Cyrielle Coche, j'ai 24 ans, bientôt 25. Mon parcours, c'est que moi, je suis née dans le sud de la France, à côté de Nice, et j'ai été formée pendant plusieurs années avec le même professeur qui s'appelle Vanessa Tognetti. Donc, j'ai commencé, si je dis pas de bêtises, à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Et je suis restée jusqu'à mes 20 ans en fait dans cette école de danse qui m'a beaucoup apporté. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des concours de danse en groupe, en solo, faire beaucoup de stages, rencontrer beaucoup de personnalités. J'ai commencé par la danse classique, puis ensuite la danse jazz. Et à l'âge de 18 ans, en fait, j'ai eu une révélation avec une prof sur le contemporain et du coup, ça m'a parlé vraiment dans tous les sens du terme. Et en fait, moi, à l'âge de 17 ans, quand j'étais en terminale, j'ai eu une illumination aussi sur le métier de professeur de danse, déjà, premièrement. Et en fait, je me suis jamais donné, on va dire, cette chance de pouvoir devenir danseuse. Donc, j'ai de suite eu envie, en fait, d'être prof. Donc, l'année du bac, en fait, j'ai décidé de passer l'EAT jazz, du coup, que j'ai raté, on va dire, 1, 2, 3, ça fait 4 ans, 3-4 ans. Enfin, j'ai raté 3 fois. Et ensuite, j'ai eu le jazz, donc la 4e année, donc en 2017. Et j'ai commencé en 2014, du coup. Et du coup, entre-temps, je suis allée en fac de danse et ça m'a pas du tout plu. Donc, je suis partie en STAPS pendant 2 ans et c'était un peu en fait mon plan B du fait que je pouvais pas avoir mon EAT et commencer mes études. Et de là, en fait, quand j'ai eu mon EAT, j'ai arrêté la fac et j'ai dit je pars à Toulouse passer mon diplôme d'État au centre chorégraphique James Carles, donc dirigé par James Carles. Et c'est là que, en fait, je crois la danse a aussi été une énorme révélation artistique. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir fait un stage de danse dans une école en 2016. J'avais rencontré Maëva Bertello de la compagnie Au Feu Secteur. Et en fait, pareil, elle m'a vraiment elle m'a fascinée en fait. C'était un être pour moi à la fois elle a dégagé quelque chose d'incroyable
Et j'ai eu énormément de révélations sur mon corps, sur la vision de la danse et tout ce qui l'entoure. Et donc, j'ai commencé à énormément m'intéresser à la compagnie d'Offe Schechter, regarder énormément de pièces, m'intéresser en fait à son processus de travail, tout ça, faire des stages à l'étranger avec sa compagnie. Pareil, le contemporain, en fait, j'ai eu une illumination en participant sur un coup de tête à l'audition de la Batsheva en 2018 en Israël. J'ai pris mon billet une semaine avant, j'ai dit je pars là-bas juste vraiment pour rencontrer du monde comme je voulais m'émanciper en fait de quelque chose, et je suis partie, on était 500, c'était trop bien, on s'est tous parlé, rencontrés. Ça a été un mélange en fait de culture, de façon de travailler qui était complètement différente de la France. Et c'était génial, quoi. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un truc à faire avec le contemporain, il y a un truc à travailler. Et donc voilà, donc du coup je suis partie chez James en 2018-2020, où j'ai eu mon DE du coup l'année dernière. J'ai eu l'opportunité de travailler pour sa compagnie. Je travaille les pièces de Rui Horta et de Adrien Waki. Et de là, j'ai été son assistante chorégraphe sur les concours de danse de la FFD. J'ai suivi le processus de création des variations imposées pour les différentes catégories de la FFD. Et bien sûr, on aurait dû partir transmettre dans différentes régions de France, mais Covid a fait qu'on a fait tout sur Zoom. Et c'était une expérience comme les autres, on va dire ça. Et voilà, bon, cette année a été assez compliquée entre le travail, pas travail. En tant que prof de danse, on va pas se mentir que clairement, on n'a quasi pas travaillé, quasi pas été aidé non plus. Enfin, tout bas du moins, ça a été compliqué pour les jeunes qui rentraient dans le métier. Et du coup, à partir de janvier, j'ai commencé à monter sur Paris, suivre plein de cours, suivre les cours de Fabio Crestal en fait. Et pareil, là aussi, j'ai eu un déclic en fait sur son travail, sur un processus de travail différent qu'en province par exemple, parce qu'au final, on se rend pas compte, mais dans différentes régions de France, chacun travaille aussi différemment. C'est pas un pays qui a sa façon de travailler. J'ai vraiment l'impression que c'est dans différentes structures, différentes écoles, qu'on a aussi un travail artistique qui est différent. Et donc j'ai énormément accroché avec Fabio, j'ai essayé de suivre tous ses cours, donc je faisais pas mal d'allers-retours entre Paris et Toulouse quand on reprenait le travail à Toulouse, ou quand j'arrêtais je repartais à Paris. Et du coup là je m'installe à Paris définitivement du coup à la rentrée. Et pendant mon DE j'ai j'ai rédigé un mémoire sur l'animal dans la danse. Donc l'animal sous forme physique, donc un animal à part entière dans une pièce chorégraphique, mais ainsi que l'animal dans le corps d'un danseur, l'animalité de l'être humain. Et ça aussi, ça m'a énormément intéressée. Et c'est pour ça que je souhaiterais en fait poursuivre des études universitaires en fait à la rentrée pour aller chercher plus loin dans ça. Et en tant que danseur et en tant que pédagogue, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ok, incroyable, t'as fait plein de trucs, trop bien. Ouais, j'ai l'impression de pas avoir fait grand chose au final, mais c'est vrai que quand tu te le dis, tu dis, t'as quand même été là-bas, puis t'as fait ça, tu te dis, bon, ça va en fait. Ouais, carrément. Et du coup, t'as passé ton DE en jazz ou en contemporain au final ? En jazz, du coup. Okay. Contemporain, je l'ai raté 2 fois. D'accord. Ouais, voilà. J'attends toujours qui me le donne. Ton DE ou ton EAT ? Mon EAT, ouais. D'accord. Mon EAT. Ok. Je l'ai encore passé cette année par vidéo et puis on verra. Ok. On verra. Et voilà. Du coup, là, tu montes à Paris parce que t'as d'autres projets ou juste pour danser à Donf et... Alors, en fait, là, si tu veux, en fait, de base, je monte à Paris parce que mon copain, en fait, a déménagé en janvier à Paris. Donc, en fait, quand il m'a dit qu'il allait trouver du taf là-bas, c'était acté. Je me dis, ok, au mois de juin, quand j'ai fini mes contrats, en fait, de prof à Toulouse, je te rejoins, tout simplement. Je trouvais du taf en tant que prof là-bas. Et évidemment, je me suis dit, je vais pas faire un temps plein en tant que prof parce que, t'es encore jeune et j'ai envie de danser et j'ai envie de voyager aussi. Et moi, je suis passionnée aussi par Londres. Clairement, c'est une ville qui me parle beaucoup. Et j'ai envie d'avoir aussi ce temps pour moi, pour pouvoir aller prendre des cours, que ce soit sur Berlin, soit sur Londres, avoir, on va dire, cette proximité, entre guillemets, de pays qui m'intéressent beaucoup dans le milieu contemporain. Et donc non, en fait, j'ai pas été prof à 100%, j'ai envie de danser. Donc là, j'ai trouvé un contrat hebdo de 15 heures par semaine sur 3 jours. Donc ça me laisse en fait un long week-end de 4 jours pour essayer de prendre des cours. Et puis vu que les cours de danse c'est que le soir, au final tu vois le matin jusqu'à à peu près 4h30 je peux prendre des cours. Et après avoir avec la fac comment ça va s'organiser. Et puis prendre des cours, trouver des projets, essayer de danser, faire beaucoup de rencontres.
Je pense que c'est les rencontres aussi qui nourrissent le travail et qui te font trouver peut-être du taf aussi. Donc voilà, mais j'ai envie de me chercher encore, j'ai envie d'apprendre encore plus et d'approfondir ce qu'on m'a déjà transmis, quoi. Et du coup, tu fais la fac à Paris 8, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, Ouais, tu tout vas à faire fait. quoi? Tu rentres en master du coup, comme Bah, t'as c'est déjà grâce à fait toi du coup, parce Ouais. que c'est toi qui m'en avais parlé, ouais. Et en plus, je me suis dit, bah écoute, vu que je savais pas trop quoi faire à la rentrée, je me dis, je vais lancer ma candidature. Alors au début, ils m'ont dit, oui, mais votre dossier, il est trop léger, c'est pas sûr qu'il soit accepté. Et 2 jours après, ils m'ont dit, ah, mais en fait, ici, votre dossier est accepté, vous avez votre DE, donc vous rentrez en L3. Donc voilà, je pense le faire sur 2 ans du coup, parce que je crois qu'il y a 4 cours par semaine, ou je sais plus ce qu'on m'avait Mais de dit. toute façon, tu peux Donc je vais t'arranger. voilà, donc je leur ai dit que voilà, vu que je travaille beaucoup à côté, j'allais faire peut-être 1 ou 2 cours par semaine, histoire aussi que moi je puisse avoir du temps pour travailler, mais financièrement de mon côté. Donc m'avait dit la dame que c'était eux qui essayaient de faire en sorte que tu puisses suivre tes études à côté de ton travail. Donc, parfait. Et voilà, donc ouais, je vais faire la fac à côté, quoi. Trop Je bien. pense que c'est important aussi de pouvoir poursuivre ce qu'on a envie, on va dire, niveau scolaire, Ouais, entre guillemets. tu vas voir, c'est Donc trop bien. voilà. Tu vas trop t'éclater. Ok, c'est trop cool. Bah, c'est ce que Léa m'a dit. Ouais, donc j'ai hâte de commencer ça, quoi. Trop bien. Voilà. Et Ouais. est-ce que à côté de la danse, t'as d'autres loisirs ou pas? Alors, non. Très sincèrement, non, en fait. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment une partie mais complètement entière de ma vie. Si je peux parler de passion, c'est pas une passion, mais c'est un besoin vital. Et je sais que si j'ai pas ce besoin vital, et je l'ai vu pendant le Covid, clairement, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que si j'avais la danse, c'était super, mais si j'avais pas de vie sociale à côté, la danse, en fait, ne servait à rien. Très clairement. Et ça a été dingue parce que je me suis rendu compte de ça pendant un stage de danse que j'avais payé. Je me suis dit, ça va me faire du bien, je vais faire un stage de danse, nanana. Et en fait, je me suis dit, mais non, enfin, vu que je peux voir personne, pas mes potes, ma famille, etc., en fait, la danse m'a apporté presque aucun plaisir, on va dire, d'un point de vue vital. Et en fait, mon plaisir, on va dire, enfin, pas de substitut, mais qui complète en fait mon bien-être, c'est vraiment de pouvoir découvrir des nouveaux paysages, me promener, aller au bord de la mer, en fait, la nature pour moi est hyper importante et je sens que si j'ai pas cette liberté en fait de pouvoir aller m'asseoir à une terrasse de café pour boire un café, regarder les gens qui passent, observer le paysage, observer les comportements humains. En fait, j'ai l'impression d'être vraiment dans une observation constante et que dans ma tête, il y a plein de scénarios qui se passent tout le temps. Et que si j'ai pas cette stimulation en fait de l'environnement que j'ai autour de moi, en fait la danse elle n'arrive pas à compléter en fait mes besoins. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'animalité parce qu'au final on est tous différents, on a un peu l'impression que c'est un énorme zoo et que chacun agit un peu de façon différente et que les danseurs c'est pareil quoi. Donc j'ai besoin de compléter ça. Après voilà comme autre passion, je commence à beaucoup aimer les puzzles, c'est un truc aussi. Yes. Bon, je sais pas si c'est super utile mais voilà. Mais ouais, si je peux parler, dire d'autres hobbies, entre guillemets, c'est ce matin, j'avais énormément envie de faire une balade à cheval. Et puis, je suis partie 1h30 à faire une randonnée à cheval pour voir d'autres paysages, me ressourcer. En fait, c'est toujours ce besoin de ressourcer mon être humain intérieur pour pouvoir ressortir mon animal extérieur pendant la danse, quoi. Enfin, mon animal intérieur qui s'exprime extérieurement dans la danse, quoi. Ok. Comme manger, etc., quoi. Trop Voilà. bien. Trop cool. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi du coup les formations que tu as faites et comment est-ce que tu les as vécues? Alors, oula, parce que du coup, j'ai quand même 24 ans, je fais pas mal de trucs. Bah ouais, tu vois. En vrai, ouais, j'ai fait pas mal de formations. Donc, la formation que j'ai faite entre mes 5 ans et mes 20 ans, c'est trop drôle parce que c'était une copine d'enfance qui m'a dit en fait, on était à la maison ensemble. Elle m'a dit, j'ai danse cet après-midi, est-ce que tu veux venir faire la danse avec moi? Alors, ma mère a dit, écoute, va à la danse, tu verras, ça te plaît. J'ai pas eu tout aimé, c'était du classique, je me rappelle. Et en fait, apparemment, j'avais dit à ma grand-mère le lendemain, mamie, j'ai envie de retourner à la danse, c'est quand la danse? Et ma grand-mère m'a dit, Cyrielle, c'est pas demain, ce sera la semaine prochaine. Et j'y suis retournée, et puis en fait, au fur et à mesure, c'est devenu, on va dire, une activité comme tout enfant, je pense, de 5-6 ans qui a envie de faire quelque chose d'autre à côté de l'école, quoi. Et au final, en fait, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, j'ai commencé à avoir un certain niveau qui a intéressé les profs, quoi. Et j'ai commencé à faire mon premier concours de danse jazz à l'âge de 6 ans.
4, 5, 6, ouais, 6 ans, j'avais 6 ans, donc c'était en 2003. Et en fait, j'ai eu un déclic en mode ah ouais, c'est trop bien, tu sais, t'es maquillée, t'as les paillettes, enfin, il y a vraiment un truc derrière qui plaît beaucoup. Et voilà, enfin, t'as cet engouement de te dire ah, j'ai eu une médaille, un truc comme ça. Alors, il y a un moment donné dans ma vie, dans mon adolescence, c'est devenu, on va dire, une obligation, entre guillemets, de devoir absolument avoir une médaille. C'était limite, si j'avais pas de médaille ou quoi que ce soit, j'étais nulle. Et que voilà, après, je pense que c'est un peu le côté puberté où tu as besoin d'avoir une confiance en toi, on va dire, profonde. Et que si t'as pas ça, bah, c'est que t'es nulle et que t'es bonne à rien, entre guillemets. Et en fait, vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé complètement en fait, à m'en ficher. Mais des concours. Donc si ma prof de danse écoute ce podcast, je suis désolée, mais en fait à 16 ans je me suis rendu compte que ça m'intéressait absolument plus d'avoir une médaille, avoir un diplôme, une place, etc. Et en fait ce que je recherchais en fait c'était vraiment l'énergie de la scène, l'énergie du public. Et c'est à 16 ans que j'ai commencé aussi mes premières chorés pour les concours, parce qu'avant c'était mon professeur qui me les créait, et c'était des très belles chorés. Et c'est vrai qu'en fait, bah forcément tu changes, et à 16 ans j'ai commencé à avoir un univers musical différent, une gestuelle un peu différente, et je cherchais vraiment l'énergie de la scène, la chaleur des, des lumières sur toi, le ressenti du public. Et bah, du coup, quand à 18 ans, j'ai rencontré cette prof de contemporain, que j'ai commencé les concours en contemporain, je sais que ça a été vraiment un saut et un énorme grand écart vers l'avant qui m'ont fait changer mon état d'esprit. Donc cette formation qui a duré des années, moi j'en garde des très bons souvenirs parce que j'ai grandi, on m'a vu grandir, j'ai évolué psychologiquement comme artistiquement et je sais qu'aujourd'hui quand je regarde des vidéos de moi à l'époque, j'étais hyper jazz, je me suis dit waouh, je suis quand même passée par là et c'était trop bien en fait de me dire ouais mais t'as réussi à faire ça en 10 ans et c'est dingue quoi comment la maturité en fait de la personne prend aussi sur sa maturité artistique et c'est trop bien en fait de faire ça. Et du coup après quand je suis rentrée en fac de lettres, bon, j'avoue que c'était vraiment par dépit, donc je vais zapper ça parce que les gens qui étaient à la fac, bon, c'est différent Paris, mais à Nice c'était plus après le bac, post-bac, t'avais tout le monde qui rentrait à la fac, et il y en avait qui dansaient pas du tout, qui n'étaient absolument pas danseurs, qui avaient juste besoin d'un niveau licence pour faire une autre formation à côté. Donc ils faisaient la fac pendant 2 mois, puis après ils partaient, ou ils revenaient, ils repartaient. Enfin, les projets de groupe, c'était la galère. Enfin bref, c'était pas du tout une expérience qui m'a enchantée. Donc j'ai encore raté mon EAT. Quand je suis partie en STAPS, ça a été vraiment on va dire un tremplin de vie sociale. Pourquoi ? Parce que avec la danse, moi je dansais énormément par semaine, ça allait du 20 à du 30 heures, c'était du lundi au dimanche quand il y avait les concours pour répéter, etc. Et en fait, en rentrant à la fac, j'ai commencé à avoir aussi un petit boulot à côté, donc j'ai dû réduire mes heures de danse pour forcément avoir un petit boulot le week-end. Et j'ai eu aussi envie de m'émanciper un peu dans le sens que bon, j'avais 19 ans et j'avais envie de sortir comme tout le monde et puis voilà, de mettre aussi peut-être un peu un petit recul sur peut-être ma situation. Et puis j'aimais bien le STAPS la première année, franchement ça m'a apporté beaucoup niveau théorique, genre sur le corps, sur la physiologie, sur comment appréhender un corps lors d'une compétition ou lors d'un effort physique, comment bien le préparer, comment bien le réparer entre guillemets. Et non, c'était vraiment cool le STAPS, très belle personne aussi, des très belles rencontres. Et du coup arrive Toulouse en 2018 et pourquoi je suis allée à Toulouse, alors ça c'est grâce à Maëva Bertello du coup, grâce à ce stage que j'ai fait chez James en 2016. En arrivant à Toulouse, je me suis dit un jour dans ma vie je viendrai faire mes études ici, donc ça n'a pas loupé. Donc 2 ans après je suis arrivée à Toulouse en 2018 et le centre chorégraphique James Carrel, ça a été mais vraiment une période de ma vie incroyable. Parce que ça je l'ai pas mentionné parce que ça reste un souvenir très noir, mais je suis passée en fait par une école de formation en 2017-2018 en Auvergne où j'ai subi du harcèlement moral. J'ai voulu clairement arrêter la danse parce que c'était juste l'enfer. Et en arrivant chez James, j'étais terrorisée en fait par les profs et au final ils m'ont énormément redonné confiance en moi. Ils m'ont permis vraiment de me sentir bien. Et en fait, ce qui est bien dans cette école, c'est que tout le monde a sa place, quel que soit ton corps, ta culture, ton ethnie, tout. C'est vraiment, qui que tu sois, tu auras toujours ta place
quelle que soit la forme de ton corps, ce que tu penses. Enfin, c'est une école vraiment une école de la vie. Et en fait, quand j'ai passé mon DE, c'est quand même relativement stressant, surtout la première année, parce que moi qui n'étais pas trop scolaire, apprendre, on va dire, l'histoire de la danse par cœur, la musique, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais ça s'est très bien passé parce que les profs étaient toujours derrière toi à te soutenir, à te dire c'est bon, tu vas y arriver, voilà, il n'y a pas de problème. Bon, l'année du DE2, c'était un peu compliqué parce que forcément, on a passé la moitié de l'année sur Zoom. Mais pareil, James Carley, c'est nos référentes pédagogiques, ne voulaient pas qu'on se caste dans la case tu dois être jazz à 300% parce que c'est un DE jazz. Mais ils disaient sois toi-même et tu verras que ce que tu fais, bah, ça sera très bien, ça sera jazz et puis voilà. Et ils ne cherchaient pas, on va dire, à nous donner des codifications en particulier qui ne nous appartenaient même pas. Parce qu'au final, je pense que de forcer un corps à faire quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude, bah, ça l'emmène plus à l'échec, je pense, qu'à de la réussite et du bien-être. Et il fallait tout simplement être ce qu'on est. Et moi qui suis entre le contemporain et le jazz, bah, j'ai présenté une choré entre les deux. Et puis, mes dynamiques étaient ce qu'elles étaient. Et puis, c'est passé. Et puis, ça fait pas de moi pas une danseuse jazz. Et c'est pas non plus de moi une mauvaise pédagogue. Et vraiment, ils ont vraiment cherché à nous faire comprendre que on était ce qu'on était. Et que ce qu'on était, bah, on était là pour ça. Et qu'il n'y avait pas de raison qu'on se mette en question. Donc c'est vraiment une école de la vie. Parce qu'ils cherchaient toujours en fait à te pousser et à utiliser ce que tu avais déjà au fond de toi pour l'amener encore plus loin et puis faire de toi encore un plus bel interprète. Et ce qui est bien, c'est que là-bas, ils disent toujours que tu es artiste, tu es danseur avant d'être prof. Parce qu'un prof, au final, il est danseur aussi. Il voulait tout le temps qu'on soit sur scène avec les autres, qu'on fasse les pièces de création avec les autres et qu'on suive notre cursus comme la formation danseur, même si on était en formation DE. Donc on n'était pas du tout séparés en fait du côté scène et du côté prof, on était tout le temps avec les danseurs. La formation danseur, et ça c'était vraiment un point positif pour nous, parce qu'on n'était jamais délaissés du coup. Ok. Et puis voilà, donc James, l'école de la vie, et ça sera mon école de la vie. Trop bien. Et du coup, t'en as un petit peu parlé au tout début quand tu te présentais. T'as fait une formation du coup pour faire ton DE. Ouais. Pourquoi est-ce que t'as choisi l'enseignement et que, je sais pas, il n'y avait pas autre chose qui te faisait envie dans la danse, quel que ça soit au niveau du métier? Ouais, alors justement parce qu'en fait, je me suis jamais sentie capable d'être danseuse en fait. Vu que, moi j'avais beaucoup de formes quand j'étais ado, j'avais un peu pas confiance en moi, j'avais un peu moins de niveau que d'autres personnes dans mon groupe de danse, tout ça, parce que avec l'école, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Du coup, il y avait des cours que je pouvais pas faire et puis intentionnellement, vu que je voulais pas en faire mon métier, il y avait des cours que j'allais pas parce que c'était peut-être pas utile entre guillemets. Donc c'est venu vachement tard en fait cette envie d'être danseuse. Moi c'est venu, j'avais déjà 21 ans quoi. Donc c'est venu relativement tard, donc il y a des centres de formation qui prennent plus au-delà de 20 ans des fois, même avant. Donc c'est pour ça que je me suis dit écoute, si tu peux pas être danseuse, sois prof. C'était pas un dépit, loin de là, parce qu'au final moi j'adore donner des cours, c'est un truc où je m'éclate quoi. Quand je donne cours à des 4 ans, mais je danse plus que limite, je m'amuse plus que, c'est génial, tu vois, c'est un moment de partage qui est incroyable, de pouvoir transmettre ton savoir et passer tes connaissances, c'est quelque chose moi qui m'anime énormément. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait ces rencontres artistiques en Israël, je suis partie en Hongrie, c'est là que j'ai rencontré Jade, à Londres, même à Paris. C'est là que je me suis dit, mais en fait, t'as tellement de possibilités, et puis la confiance que James m'a accordée pour sa compagnie, mon travail d'assistante aussi avec lui, je me dis mais en fait c'est pas parce que tu plais pas à un chorégraphe que tu peux pas plaire en fait à d'autres personnes autour de toi. J'ai eu l'opportunité de faire aussi un workshop projet avec Emmanuel Gatt il y a 2 ans. On était 30 et je me dis il y a des gens qui dansaient à l'opéra de Gothenburg et des gens qui dansaient dans des compagnies de ouf, et tu te dis mais toi t'es là, alors pourquoi? Mais en fait parce que parce que voilà, toi tu plais et puis c'est tout, et puis c'est pas parce que machin veut pas de toi que voilà. Après oui, je me suis dit non mais Cyrielle c'est un stage projet, mais après tu te dis oui mais il a quand même pris que 30 personnes, et puis tu te poses plein de questions, et puis au final on a fait une petite performance pour un festival et c'était trop chouette quoi, de rencontrer toutes ces personnes qui pour moi avaient un niveau beaucoup plus talentueux que le mien, et je me dis mais en fait on est tous différents et c'est ça qui plaît aussi quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé en fait à avoir cette envie de danser beaucoup plus tard.
donc il y a quelques années, on va dire. Et en fait, c'est en faisant mes premiers pas à Paris, là, il y a quelques mois, ça fait que quelques mois en fait que je prends mes premiers cours parisiens, et que je fais mes premières rencontres aussi. Et en fait, je me dis, ça peut aller très vite, et tu peux rencontrer du monde très vite. Et puis voilà, il suffit juste d'être toi-même. Et si t'es toi-même, ça va plaire en fait à certaines personnes. Et puis si ça en plaît pas à d'autres, c'est que juste ça te plaît pas pour toi. Et puis même si j'ai pas une carrière de dingue en tant que danseuse, je préfère faire des petits projets qui me plaisent, où je suis bien. Et puis dans tous les cas, j'ai mon travail de prof à côté qui me plaît énormément aussi, quoi. Mais voilà, jusqu'à 17 ans, je voulais être vétérinaire, mais bon, voilà, les choses changent. Et puis de toute façon, je savais très bien que, au fond de moi, je pense que je me suis dit, si tu fais 20 heures de danse par semaine, tu pourras jamais arrêter du jour au lendemain comme ça, en fait. Il y aura toujours un manque. Aujourd'hui, avec le recul, ça fait 7 ans que j'ai passé mon bac, je me dis, mais en fait, tu n'aurais jamais pu faire autre chose que la danse, quoi. T'as mis trop d'argent, t'as mis trop d'investissement dans les concours, les machins, les trucs pour au final, vas-y, je vais être vétérinaire. Non, voilà. Yes, carrément. Tout simplement. Ok. C'est ça. Trop cool. Trop bien. Et justement, t'en parlais un peu tout à l'heure par rapport à ton âge. Est-ce que tu peux parler un peu du rapport que t'as avec ce que t'as traversé et là où t'en es aujourd'hui? Et ton âge, justement, comment est-ce que tu deals avec ça? Est-ce que t'es bien avec ça? Est-ce que des fois, tu sens que ton âge, ça a pu être un problème, au contraire un avantage, en fonction de ce que t'as fait? Alors, ça a été un avantage pour le DE. Parce que du coup, je suis rentrée en format en 2018, donc j'allais avoir 22 ans. Et au fond, je suis une grosse gamine, hein. Ça je le sais, je suis une énorme gamine, mais je sais qu'il y a comme une grosse maturité à avoir, parce que quand t'es avec les enfants, tu peux pas être une grosse gamine, quoi. Tu peux déconner avec eux, tu peux les faire rire, mais il faut savoir aussi mettre un cadre, mettre des règles et des consignes. Et très clairement, pour le DE, ça a clairement été un avantage pour moi. Mais après, je vais pas te mentir que même si je n'ai parce que ce n'est que 24 ans, donc bientôt 25, on va pas se mentir aussi qu'il y a des compagnies qui cherchent des personnes jusqu'à, par exemple, 23-24 ans max pour faire des compagnies 2 ou des compagnies juniors. Et c'est vrai que les quelques fois où je souhaitais rejoindre une compagnie 2 ou quoi que ce soit, j'avais plus l'âge adapté. Une fois, je crois que je voulais auditionner pour Genève, il me semble que c'était il y a 2 ans. J'étais trop vieille, je crois. Je sais plus si c'était Genève. Des exemples bêtes, mais c'est vrai que plusieurs fois, je me suis retrouvée un peu au pied du mur avec mon âge. Et des fois, j'ai eu un peu soulevé de me dire, ah, mais tu vois, si t'es intéressée avant, est-ce que t'aurais peut-être pas pu trouver une formation adéquate après le bac? Est-ce que tu n'aurais pas pu t'y intéresser plus tôt pour pouvoir faire un truc que tu aimais vraiment? Et en fait, j'ai tellement appris tard qu'il y avait des centres de formation pour danseurs pro que j'ai appris ça il y a peut-être 4 ans, en fait, 3-4 ans. Et je me dis, mais je savais pas, moi, qu'il y avait tout ça, en fait. Donc, il y a des écoles comme Codart, ce que j'aurais adoré faire. C'est comme SID, j'ai passé audition de SID il y a... Je sais plus quand est-ce que c'était. Et en fait, très clairement, j'ai été prise, mais je me suis dit non, j'ai 25 ans, j'ai pas envie de partir pour 4 ans de formation, quoi. C'est vrai que, il y a des choses, je me suis dit, c'est dommage que je sois pas un peu plus jeune pour pouvoir me lancer, quoi. Mais d'autre part, après, je me dis que je n'ai que cet âge-là aussi, et qu'aujourd'hui, il y a des compagnies qui, des fois, ne recrutent pas avant un certain âge parce qu'il y a une maturité à avoir. Et en fait, c'est un peu la balance du oui et du non, tu vois. Il y a des choses que, je vais pas te mentir, je regrette de pas être plus jeune pour... je regrette de pas être jeune, je peux pas dire ça, mais oui, où je suis un peu deg de pas être plus jeune pour pouvoir faire une formation qui m'aurait plu, si j'avais connu ça avant. Et d'autre part, je me dis non, mais ça va, t'as quand même un parcours assez complet par rapport à une personne qui est peut-être un peu plus âgée et qui n'a pas encore eu la chance ou l'opportunité de pouvoir faire ce que toi t'as déjà fait. Donc je suis quand même vachement contente d'avoir le parcours que j'ai. Et j'ai fait des belles rencontres aussi. Et puis qui te dit que c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore trouvé un travail de compagnie ou quoi que ce soit que s'il faut dans 2 ou 3 mois y a un truc qui va me tomber dessus et ça va être un truc incroyable, et que si j'ai pas eu ce parcours là, j'aurais jamais trouvé ce truc là. Et puis c'est comme James, je me dis, si j'avais passé mon DE du coup dans l'école où je voulais aller avant, parce que je voulais rester sur la Côte d'Azur à Cannes, je me dis, j'ai vraiment eu mon DE à 19 ans à Cannes, est-ce que j'aurais rencontré James Carles un jour? Est-ce que j'aurais travaillé pour sa compagnie? Est-ce que j'aurais été son assistante? Et puis, est-ce que j'aurais fait ce que j'ai fait? Est-ce que je serais partie à l'étranger? Je sais pas au final. Donc, je me dis, si tu avais fait les choses trop jeune, peut-être que aussi ça ne t'aurait pas aidé.
Donc voilà, c'est toujours la balance du pour et du contre de mon âge, à me dire est-ce que je suis pas trop vieille, nanani. Voilà, c'est un perpétuel boomerang quoi. Ok, ouais, je vois. Et Ouais. sur dans la même veine un peu, est-ce que tu as eu l'impression que ton genre, qui du coup je présume est féminin, est-ce que tu as eu l'impression que c'est pareil, ça a pu être un critère qui a pu être favorisant ou défavorisant pour toi? Est-ce que tu as l'impression que le fait que tu sois une femme, ça a pas du tout pu jouer dans ce que tu as fait et dans ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, comment t'es avec ça? Alors, je t'avoue que la seule chose que je me suis dite, c'est waouh, on est beaucoup de filles en audition. Et que du coup, on est beaucoup plus jugées que les hommes. Ce qui est complètement vrai, et c'est pas un stéréotype, c'est la vérité. Ouais, je me suis déjà posé la question. Après, pas plus que ça. Honnêtement, moi, je pars du principe qu'on est humain et que si on veut la personne qu'on a en face de soi, c'est parce qu'elle dégage quelque chose dont le chorégraphe en fait a besoin et dont il a envie de travailler avec. Mais très honnêtement, non. Le fait d'être une femme ne m'a jamais mis en question sur quoi que ce soit, mis à part le fait que je me dis, bon, bah, forcément, on sera plus de filles. Enfin, forcément. La plupart du temps, on est quand même plus de filles que de garçons à des auditions, et que oui, bah, il y a peut-être plus de concurrence, entre guillemets. Mais c'est pas du tout un critère qui m'a fait poser de questions particulières, en tout cas. Ok. Même, j'ai jamais eu de réflexion du style ah, c'est pour les fillettes, enfin, des choses qui sont très péjoratives. Au final, j'en ai jamais entendu en tout cas. Parce que je pense qu'au fond d'eux, les gens savent à quel point un danseur, qu'il soit femme, homme, ou quel que soit le genre, il sait à quel point c'est très compliqué. Ils savent que c'est pas juste se mettre sur les doigts de pied et faire un retirer avec les bras comme ça, voilà. Ils savent que c'est très physique en fait. Donc je pense qu'au fond, ils évitent en fait ce genre de stéréotypes, je pense. Ok. En tout cas, moi de mon côté, j'en ai jamais entendu quoi. Ok. Voilà. Ok. Et c'est super cool, je vois. Yes. Et dans tout ce que tu as traversé, dans toutes les formations que tu as faites, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'impression de, tu sais, de basculer dans une nouvelle strate, d'arriver un peu de level up, tu vois, et de te dire, ok, là j'arrive dans un autre niveau de mon processus de professionnalisation. Et est-ce que ce basculement ou ces basculements que tu as pu ressentir ou pas, parce que peut-être que c'était pas arrivé, c'est pas genre une case à cocher, mais voilà, est-ce que si tu as senti ça, est-ce que ça a été accompagné de sentiments qui étaient plutôt positif, ou alors est-ce qu'il y a eu de la déception quand tu t'es confronté à, je sais pas, des nouvelles réalités? Est-ce que c'est un truc que t'as traversé? Ouais, complètement. C'est arrivé surtout après mes 3 échecs à l'EAT. Ça a été hyper dur. Surtout la 3e fois. Parce qu'au bout de 3 fois, tu te dis, ok, là, il y a un truc qui va pas. Et ouais, ça a été hyper compliqué. Je voulais clairement arrêter. Je me dis, c'est bon, j'arrête, c'est pas pour moi. J'étais en stage, je me dis, je fais un master, voilà, je fais ma life. Ça a été plusieurs mois de remise en question en fait. Franchement, j'avais plus envie, c'était devenu limite un fardeau. Enfin, c'était un fardeau, mais ça devenait un poids. Parce que j'étais la seule en fait de mon école, de toutes les formations EAT depuis des années qui galéraient en fait à avoir mon examen. Je voyais tous mes potes qui faisaient les mêmes cours que moi et qui avaient leur EAT de la première fois et que ça se passait très bien. Et je me disais, mais merde quoi, genre pourquoi moi ça passe pas? J'ai déjà eu des réflexions aussi de la part de jurys de AT qui ont été hyper blessants. La dernière fois que je l'ai raté, j'ai eu du coup un appel téléphonique. Enfin, de base, j'étais même pas éligible au coup de téléphone parce que c'était que pour les personnes qui avaient plus de 9, je crois. Moi, j'avais en dessous de 9 et en fait, j'ai dit, je m'en fous, je vais l'appeler, c'est déjà 3 fois que je le rate, donc il me faut des réponses à mes questions, clairement. Et elle m'a dit, vous aviez un corps atypique, c'était très fou quand vous dansiez. Et genre, en fait, de là, j'ai dit, pourquoi? Parce que je suis grosse. Il m'a dit, ah non, je voulais pas dire ça comme ça. Et en fait, j'ai un peu pété un câble au téléphone en disant, écoutez, on va pas parler par quatre chemins. J'ai très bien compris ce que vous m'avez dit, donc merci, bonne journée, j'ai les réponses à mes questions. Donc là, tu prends un coup, on va dire, au moral, parce que je sais que j'avais pas mal de formes. Bon, après, c'était dû à d'autres problèmes de santé, etc. Mais pas des choses graves, mais qui me faisaient prendre du poids facilement. Et du coup, tu te dis, mais attends, on te juge sur un physique, c'est complètement con, quoi. Donc ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup énervée. Et du coup, en fait, je pense que c'est un peu cette rage
j'ai l'impression, qui est venu plusieurs mois plus tard, hein, parce qu'au début, je voulais plus passer mon AT, j'étais tellement frustrée en fait que je me dis, je laisse tomber, quoi. Si c'est pour que ça soit ça, j'arrête tout. Et en fait, clairement, l'année où j'ai eu mon EAT, c'était l'année où j'ai le moins travaillé. J'avais la grippe, mais je sais pas ce qui s'est passé, je pense que mon corps a dû se délier tout seul, et puis peut-être ce côté en fait de se dire vas-y je m'en fous, j'en ai marre, je laisse mon corps en fait, je donne confiance à mon corps. Je pense que là l'esprit en fait il était sous un autre niveau, et j'ai laissé mon corps en fait parler, je pense, et je lui ai fait confiance. J'ai laissé confiance à mes formes, à mon corps, à ce que j'étais, et peut-être que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné, je ne sais pas. Accepter aussi mes défaites, se nourrir de ça, parce qu'il n'y avait pas ce côté physique seulement, il y avait aussi un côté peut-être technique, que ma prof a réussi à m'aider à travailler au-dessus, etc. Mais voilà, c'est l'année où je sentais le moins bien sur les 4 années de AT, et puis l'année où j'ai eu tant mieux. Et du coup, j'attends toujours le contemporain, voir ce qui va se passer. Et du coup, après, pour d'autres moments clés, très récemment, c'est dans un cours de Fabio. Ça a été un cours d'atelier, je crois. Je crois que je suis partie comme dans une transe totale. Et il y a eu une sensation de waouh, c'est quel animal là qui est en train de. Parce que moi, je parle beaucoup en animal en fait. Quand je vois des danseurs, des fois, j'arrive un peu à voir l'animal qu'ils incarnent. C'est un peu comme Akram Khan, je sais qu'il parle beaucoup d'animal spirituel, et moi je suis un peu dans cette vague-là. J'aime bien chercher l'animal spirituel des danseurs. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai laissé sortir un espèce d'orang-outan, j'en sais rien. C'était un espèce de truc qui lançait les bras partout, et une sensation de waouh, c'était on fire quoi, quand j'avais fini. Et il y a une autre fois aussi quand j'ai dansé pour James. J'étais son assistante sur Zoom, et en fait de 13h à 19h c'était en boucle les chorés pour les transmettre en fait aux profs sur Zoom. C'était fatigant, et en fait la fatigue te fait aller au-dessus de tes sensations et au-dessus de tes capacités physiques. Et ouais, je suis rentrée chez moi le soir, j'étais même pas fatiguée au bout de 4h30 de transmission, et ça a été un level up de en fait tu tiens le coup quoi. Même si on était confinés, je me dis vas-y, en fait tu tiens le coup, t'es capable, et fonce quoi. Donc ça c'était aussi une partie, en tout cas les moments clés dans ma tête qui sont restés. Bon après quand j'ai eu mon DE, clairement voilà, je peux en parler, je me dis je suis capable, et puis voilà, et puis on va continuer. Et c'est aussi tes élèves, du coup là quand je suis partie de Toulouse, et que en fait j'ai eu énormément de messages positifs, des parents qui m'ont dit mon enfant détestait la danse, il voyait ça comme quelque chose de détester. Mon enfant n'aimait pas forcément aller à la danse, ça l'entraînait pas. Et quand on m'a dit mais il y a un univers que tu dégages chez les enfants qui font qu'ils sont admiratifs de ce que tu leur proposes, tu dis ah ouais, en fait j'ai peut-être raté beaucoup de fois mon EAT, mais au final c'est pas parce que tu rates 3 fois ton EAT qu'en fait t'es pas capable de pouvoir donner plus. C'est comme les gens qui ratent leur permis 3-4 fois parce que ils ont fait des erreurs bêtes. Ça fait pas de des mauvais conducteurs, au contraire c'est juste que c'était pas ton jour en fait. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui, je me dis c'était pas ton jour, et puis il faut attendre ton jour tout simplement, et quand ce sera ton jour, ça sera incroyable quoi. C'est intéressant parce que mis à part effectivement le fait l'exemple du DE et de tes élèves qui est hyper parlant aussi, mais avant tu donnais beaucoup d'exemples en fait d'avoir un peu justement d'être arrivé dans des nouvelles étapes où tu avais confiance en toi, etc., et qui venaient en fait de tes propres ressentis vis-à-vis de toi-même, sans que forcément que ça vienne de tes pairs avec qui tu étais dans la danse, pairs AIRS, ou alors même de gens autour. En fait, que c'est intéressant parce que de ce que je comprends des exemples que tu as évoqués au début, que c'était vraiment des étapes que tu arrivais à franchir parce que tu prenais confiance en toi, mais tu prenais confiance en toi parce que tu te faisais confiance et tu te fiais à tes ressentis, à tes sensations, et à comment est-ce que tu étais affecté par les choses et comment est-ce que tu faisais en fonction. Ouais. Et non pas par la reconnaissance que les autres pouvaient te dire, ou non pas, ça passait pas forcément par un tiers ou une tierce qui vient te dire bravo. Alors, Cyrielle, tu vois. Ouais, je peux comprendre ce que tu veux dire. Après, je vais pas te mentir que moi je parle beaucoup de James Cares parce que pour moi c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et quand quelqu'un te dit, une personne comme James Cares, je sais pas si tu connais un peu le personnage que c'est, il est quand même très reconnu dans le monde de la danse. Et quand tu sais que cette personne-là te dit Cyrielle, est-ce que tu
veux danser pour une pièce, et est-ce que tu vas être mon assistante chorégraphe? Je vais pas te mentir que t'as quand même, tu te dis, mais waouh, quoi, enfin, tu penses pas, en fait, qu'une personne comme lui, enfin, peut te demander de travailler pour lui, et puis donc, oui, je vais pas te mentir que, enfin, moi, je passe souvent par des étapes de down pour retrouver, en fait, du positif et aller au-dessus de ça. Mais une personne comme James Carles, moi, il m'a énormément apporté, donc ça fait partie des personnes qui m'ont beaucoup inspirée. Ma prof de contemporain qui m'a aussi beaucoup voilà, donné toutes les matières qui font qu'aujourd'hui j'adore le contemporain et genre je suis fan, alors j'ai détesté ça avant. Avant mes 18 ans, c'était pas possible, hein. Je pouvais pas mettre un pied dans un cours de contemporain, donc c'est quand même vachement récent, quoi. Et ma prof qui m'a formée, c'est quand même grâce à elle que je suis aujourd'hui. Donc en fait, si tu veux, c'est vrai que je parle pas assez des personnes peut-être qui m'ont amené jusqu'à ce ressenti de bien-être aujourd'hui. Mais en fait, ce processus de bien-être, il est déjà... Enfin, ces personnes qui m'ont amené à là aujourd'hui, ils font partie en fait de ce processus de confiance. Et c'est vrai que sans les verbaliser, c'est quand même grâce à eux que tu peux ressentir cette sensation-là. Parce que je pense aussi que quelqu'un qui te dit jamais que c'est bien et que tu peux y arriver, bah... c'est quand même dur par toi-même de te dire vas-y tu vas y arriver, donc c'est très bien de pouvoir le faire. Et franchement j'aime bien les gens qui par eux-mêmes se disent vas-y je vais y arriver et nanana sans être poussé par un tierce, mais j'ai besoin quand même qu'on puisse me dire que c'est bien et que voilà. Donc la dernière fois pareil, Fabio il me disait que c'était trop bien, tout ça ça fait super plaisir, quoi. Tu te sens bien, tu te sens on va dire épaulé, tu te sens qu'en tant qu'artiste, tu dégages quelque chose qui fait plaisir à certaines personnes. Donc, il y a quand même ce côté où la personne qui te fait des compliments, ça te fait quand même du bien. Ouais, il y a une espèce d'équilibre voilà. Entre ce que en fait, les autres peuvent te faire sentir et de comment toi, est-ce que tu te fais confiance sur comment est-ce que tu évalues les choses. C'est ça, tout à fait, ouais. Donc, je peux dire que c'est un équilibre entre les deux, quand même. Ok, cool. Est-ce que tu t'es déjà confronté un peu à moi ce que j'appelle le caractère bénévole du danseur ou de la danseuse? En gros, je m'explique. Tu sais, souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, mais même des fois avec des flyers dans les écoles de danse ou quoi, souvent il y a des appels à projets qui sont lancés parce qu'il y a des étudiants en cinéma qui cherchent des danseurs, ou parce qu'il y a telle personne qui veut faire pour son clip de pop, ou pour X ou Y raison. En gros, des gens qui sont d'ailleurs danseurs ou pas, enfin qui sont dans le monde de la danse ou pas, qui cherchent des danseurs et des danseuses, explicités ou pas, mais que c'est pas rémunéré en tout cas, enfin voilà. Qu'est-ce que tu... Parce que c'est un truc qui est assez courant quand même, les gens qui sont dans des étapes de professionnalisation, qui sont prêts à faire ce genre de truc sous couvert d'expérience, ou parce que... Enfin, les avis sont assez divergents là-dessus. Toi, t'es comment avec ça? J'en vois beaucoup passer. En fait, mon avis, il est vachement... il est très simple et il est très... je trouve juste, c'est qu'en fait, je pars du principe que... moi, j'ai vu des choses passer, ça m'horripilait, j'avais envie de péter un câble dans les commentaires, je vais pas te mentir. Mais si tu pars du principe qu'un étudiant a besoin d'aide, moi je me sens vachement proche en fait de ces personnes-là, parce que moi-même j'ai galéré en fait pour en arriver là aujourd'hui, et je trouve ça pas cool les gens qui critiquent en fait en commentaire ces personnes-là qui cherchent juste des bénévoles danseurs pour leur projet, parce qu'ils sont en voie de professionnalisation, pardon. Donc en fait, si eux-mêmes ne se rémunèrent pas et qu'ils ont besoin d'aide pour leur projet, pour leur travail, pour leurs études, en plus aujourd'hui en période de Covid, personnellement, si j'avais été sur Paris, j'ai vu tellement d'annonces sur Paris que oui, j'aurais été mais avec grand plaisir dans ces projets-là, quoi. Et je trouve ça super, en fait, qu'ils aient déjà la démarche et le courage, parce qu'on sait très bien qu'on peut se faire facilement démonter quand on cherche des danseurs et ne pas les rémunérer. Et je trouve ça vachement super courageux de leur part de chercher des danseurs. Donc franchement, pour les étudiants, il faut foncer, il faut les aider, parce qu'ils ont besoin, en fait, de personnes comme nous, en tout cas c'est mon point de vue, pour pouvoir en fait se développer. Et puis qui sait que demain ils vont pas faire les marches du Palais des Festivals de Cannes pour un projet cette fois-ci qui sera incroyable, quoi. Donc ils ont besoin en fait de personnes comme nous, parce que nous aussi on a galéré, et que moi je sais quand j'ai passé mon DE, j'avais des élèves en fait qui étaient face à moi, et j'avais besoin de ces élèves-là, de ces élèves sujets pour pouvoir en fait m'entraîner. J'avais besoin en fait d'avoir de la matière de recherche pour mon mémoire. Donc j'ai posé des questions aux gens, j'ai pris du temps pour ces personnes-là, de les interviewer, de leur poser des questions, etc. Donc pour les étudiants, il faut en fait des personnes en voie de pro qui ont besoin en fait
de cette matière-là. Après, moi, je pars du principe que si les personnes, en fait, qui organisent un projet de tournage, de clip, etc., qui rémunèrent le staff, c'est un projet qui va être rémunéré à l'artiste, et qu'on ose dire projet pas rémunéré, mais par contre, visibilité sur followers, je sais pas quoi, Insta et tout, mais je trouve ça, je n'ai même pas de mots, en fait, sinon je vais être vulgaire, parce que moi je viens du Sud, donc je vais être très facile de répondre. Mais tu peux pas faire ça, en fait. C'est de l'exploitation. On est des artistes, on travaille, et puis en plus, en période de Covid, comment tu oses dire à un danseur professionnel, ou même à un danseur en voie de professionnalité, j'arrive pas à le dire, en voie de pro, ou quoi que ce soit, tu viens faire 8 heures de tournage, pas payé, mais je sais pas, j'ai une connerie, faut que tu viennes avec ton accessoire, ton maquillage, ton machin et tout. À cette heure-là, tous les jours, enfin non, tu peux pas faire ça. C'est une personne qui a travaillé depuis qu'elle a peut-être 5-6 ans toute sa vie pour pouvoir en vivre, donc tu dis pas ça en fait. Et les personnes qui ont le culot de mettre des posts sur Facebook ou Insta, oui, recherche danseur pour le clip d'un mec super connu, nanani nanana, mais si le mec il est super connu, tu peux pas me faire croire qu'il a pas au moins 200 balles à lâcher à un artiste pour une journée. Enfin, non, je suis désolée, c'est un truc, c'est pas possible. C'est un truc, ça m'horripile en fait, tu vois. Et la dernière fois aussi, je voyais un truc qui m'a rendu dingue. C'était un mec qui cherchait des danseuses ou des danseurs avec minimum 3000 ou 4000 followers sur Insta, enfin des trucs comme ça, juste pour que c'est plus de visibilité, je crois, un truc comme ça. Mais donc en fait, c'est-à-dire que moi, imaginons, j'ai une connerie, hein. Moi, demain, je suis danseuse à l'Opéra de Paris, j'ai pas de compte Insta. Je suis une étoile de l'Opéra de Paris, juste parce que j'ai pas de compte Insta, tu vas pas me prendre parce que je suis pas assez connue ou quoi que ce soit, mais arrête, stop, enfin non, c'est... En fait, ça, c'est clairement c'est de la vente, c'est de la boucherie, j'ai l'impression. C'est de la boucherie artistique, quoi. On nous prend pour des merdes, et puis, on va faire un petit steak avec ça, et puis on s'en fout, et puis on va se faire de la thune dessus parce qu'on va avoir des beaux danseurs dans leur clip. Ça va faire beaucoup de vues pour l'artiste, et puis le danseur à côté, il va manger des cailloux à la fin du mois, quoi. Et c'est caché, il peut s'asseoir dessus, donc c'est un truc que je suis pas d'accord. Donc tout ce qui est étudiant, tout ce qui est personne qui ne se rémunère pas elle-même pour pouvoir, même qui se rémunère pas et qui rémunère les personnes qui prennent sur leur tournage, que ce soit figurant ou danseur. Et voilà, enfin après les personnes par exemple qui cherchent des danseurs pour faire des vidéos, on va dire des vidéos pour la visibilité, mais pareil, qui ne cherchent pas la rémunération, parce que c'est très possible aussi. Enfin, si demain tu as envie de faire une pièce chorégraphique et que tu cherches 3 personnes pour danser avec toi, et que ça reste, on va dire, quelque chose de collaborer, et que ça reste l'envie de vouloir collaborer sans être rémunéré, il n'y a aucun problème aussi. Mais voilà, enfin, moi, les artistes qui ont de la thune et qui ne veulent pas lâcher un petit cachet ou 2 cachets pour des personnes, c'est inconcevable. C'est de la boucherie artistique, quoi. Et après, ça galère à avoir son intermittence et tout. Enfin, non, il faut arrêter de faire ça, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Carrément. Ok. Est-ce que je vais arriver un peu sur le terrain du rapport au corps et tout. Et t'en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que t'as traversé potentiellement des dualités un peu entre alors je pense que c'est plus compliqué que ça, mais je simplifie toujours comme ça, entre corps et esprit? Est-ce que des fois tu as eu l'impression que c'était un peu en tension, ces deux pôles là, ou alors en harmonie? Comment c'était un peu ton rapport au corps durant ton parcours et aujourd'hui, je sais pas, même par rapport aux blessures, tout ça? Alors déjà niveau blessure, j'ai eu énormément de trucs. Énormément de tendinite. Là récemment, c'était il y a... quand j'étais dans mon école du coup en Auvergne, c'était une boucherie clairement. Donc je me suis fait en fait 2 grosses tendinites au moyen fessier des 2 côtés. Et ça s'est poursuivi sur le long terme, donc j'ai été soignée uniquement au premier confinement. Et j'avais en fait des énormes tendinites qui étaient en train de limite se nécroser tellement qu'elles étaient profondes. Et ça a fini par faire, en fait, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris ce qu'on m'avait dit, ça a commencé à faire un épanchement de synovie sur la hanche. Donc ce qui était hyper... c'était pas que c'était hyper douloureux, mais clairement je pouvais plus danser. Donc pendant 3 mois je dansais plus, c'était l'enfer et tout. Et en fait de là, quand t'es blessé, forcément tu manges, parce qu'il faut que t'aies besoin de manger. Mais tu danses plus, tu fais plus de sport. Donc en fait ce rapport blessure, état d'esprit, rapport blessure avec le corps, tu grossis parce que t'es un être humain et que tu stockes tes calories sans pouvoir les dépenser. Et là, c'est des périodes qui étaient hyper compliquées, quoi. Parce que du coup, tu manges forcément. Et puis des fois, tu te dis merde, j'ai trop bouffé. Alors que non, c'est juste que tu fais plus de sport. Et
si t'as un métabolisme comme le mien qui stocke tout ce que tu manges, bah oui, tu vas grossir plus facilement, etc. Et ça a été des périodes où du coup, bah, t'avais plus envie de manger, mais du coup, t'avais faim aussi. Donc, enfin, voilà, c'était constamment du oui, non, faut que tu manges pas. Enfin, voilà, après, je suis jamais tombée dans du maladif, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où tu te remettais tout. Enfin, je me remettais tout le temps en question en mode mais il faut que je mange quoi pour pas avoir ce corps-là, quoi. Ça arrivait beaucoup, bah, du coup, quand j'étais plus ado. Quand je disais que j'étais un peu plus ronde, enfin, que mon corps me convenait pas quand j'avais à peu près 15-18, je sais plus, c'est longtemps. Mais voilà, à peu près il y a 10 ans, on va dire. Ouais, 10 ans. Donc voilà, c'est cette période il y a 10 ans, entre le lycée et mes premières années de fac. Ouais, je dirais à peu près jusqu'à ce que je sois rentrée quand même chez James, donc ça a quand même duré un sacré moment, quoi. Donc voilà, c'est là où en fait, je pense à partir du moment où on m'a dit en fait on accepte tous les corps, toutes les personnalités, quoi que tu sois, quoi que tu enfin ouais, quoi que ton corps la forme qu'il a, en fait on s'en fout, c'est pas ça qui importe. Et en fait, j'avais tellement ce stéréotype de la danseuse super fine, super laxe, avec des cuisses toutes fines, machin. Oui, moi, je suis une danseuse jazz, donc forcément, bah, j'ai travaillé différemment que ces corps-là, et que bah, ça, je l'acceptais pas non plus. Et je pense que c'est une question de maturité aussi sur ça. Et aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que je pense, hein, c'est pas acté, mais moi, je pense personnellement, en tout cas de mon expérience à moi, qu'à partir du moment, en fait, où j'ai pris conscience que le corps que tu avais en fait il t'est donné comme ça et que en fait tu as réussi à faire des choses avec ça, t'as aucune raison en fait de lui cracher dessus, tu vois, à tort et à travers. Et aujourd'hui en fait j'ai accepté ça par la maturité, et je pense par le fait aussi qu'une tierce personne aussi t'ait fait comprendre que il n'y avait pas que les danseurs comme ça qui étaient sur scène, et que voilà, enfin. Après, je me suis beaucoup documentée, j'ai regardé beaucoup de pièces et je me dis, ah ouais, elle a quand même des cuisses, elle. Puis c'est bête, mais inconsciemment, en fait, tu commences à limite, je dirais pas discréditer, c'est pas vrai, mais à se dire, oh, mais elle est plus fine que l'autre, ah, mais elle a plus de cuisses qu'elle. Et puis tu te dis, mais en fait, bah ouais, bah moi aussi, j'ai le droit d'avoir ma place. Et puis, enfin, c'est un processus à chaque fois de regarder un peu l'autre pour te dire que bah, ton corps en fait il plaira bien à une personne, quoi. Donc voilà, mais après ouais, ça a toujours été comme ça, et jusqu'à il y a récemment encore ça a toujours été comme ça. J'ai eu pas mal de remarques aussi de certains profs, donc forcément bah, quand ça vient d'une autre personne, bah, quand t'es un peu dans une période où tu te cherches, forcément ça te descend. Et puis voilà, mais je pense qu'il faut savoir en fait accepter ce qu'on a, tout simplement, parce que y a des métabolismes qui sont différents, il y a des ossatures qui sont différentes, et puis bah, on n'a pas tous le même gabarit, pas tous la même corpulence, les mêmes chaînes, et puis voilà, bah, ça fait qu'on est comme ça, et que ça ne nous empêche pas de faire notre métier. Et puis voilà, il y en a qui l'acceptent, et ceux qui ne l'acceptent pas, bah ok. c'est juste en fait, c'est facile à dire comme ça, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on essaye aussi de se dire, vas-y, on arrête les stéréotypes, parce que la société a aussi mis pas mal de stéréotypes sur ça. Tu vas pas se mentir qu'à l'époque de nos vers, les corps de la danseuse devaient être comme ça, bah, pour, entre guillemets, plaire et être sur scène. Et puis, bah, je pense aussi que c'est un peu la culture française de la danse qui garde en fait on va dire ce côté très longiligne, etc. Mais aujourd'hui, on sent que ça change complètement, et que les chorégraphes ou même les danseurs ne recherchent plus ce genre de gabarit en particulier. Et c'est ça qui fait que ça devient rassurant peut-être aussi. Enfin, moi, je le sens comme ça. Je me dis, ouais, mais ça change beaucoup aujourd'hui, Cyril, donc rassure-toi en fait. Tu peux très bien, avec quel que soit ton corps, tu peux très bien en fait danser, quoi. Donc... montagne russe totale. Le corps, ça, c'est une montagne russe totale. Ouais. Et par rapport aux blessures, tu disais qu'il y avait une période où tu étais pas mal blessée. Est-ce que tu penses que c'était parce que t'avais du mal à savoir quand t'arrêter ? Est-ce que des fois t'avais l'impression que du coup t'aurais peut-être plus dû écouter ton corps, mais il y a des trucs qui ont fait que t'as pas réussi, ou alors que consciemment t'allais contre ce que tu savais qui était peut-être pas ouf pour ton corps ? Comment t'étais par rapport à ça, ou comment t'es par rapport à ça maintenant ? Alors je sais que là par exemple tu vois, j'ai une lésion méniscale
Depuis, ça fait 5 ans que je l'ai, 4-5 ans. Je sais que toutes mes blessures, et je vais vraiment te dire, toutes mes blessures, je les ai eues parce que je travaillais mal. Je pense très sincèrement que c'est pas dû en fait au taux d'activité, enfin tout ton temps. Je pense. Après voilà, c'est pas je suis pas dans mon corps, donc c'est pas moi qui ai décidé que j'allais me blesser. Mais c'est vrai que par exemple, je faisais des pointes, mais je sentais que peut-être que j'échauffais pas assez mon pied, peut-être que je prenais ça trop à la légère. Donc on va te faire une tendinite au pouce, au gros orteil. Là, j'ai une tendinite à la cheville depuis que j'ai genre 15 ou 16 ans. Et quand il fait humide dehors, en plus là, je suis sur Nice, il fait hyper humide. Cette nuit, j'avais hyper mal aux pieds. Et dès que je monte sur demi-pointe ici, j'ai toujours cette micro-douleur en fait de tendinite mal guérie, quoi. Et pareil, ça, c'était parce que je devais faire des pirouettes pas assez axées. Et puis du coup, je me suis en fait, au fur et à mesure, à force de le faire, blessée. Je sais quand j'étais plus jeune, vu que je préférais faire le grand écart à droite, j'ai toujours beaucoup plus travaillé ma souplesse d'un côté que d'un autre. Moi, je pense très sincèrement pour le coup que c'est entièrement ma faute, sauf pour les tendinites des moyens fessiers, ça c'est dû à l'école dans laquelle j'étais en Auvergne. Mais je sais que la plupart des blessures que j'ai eues venaient quasiment, j'en suis même sûre à 100% qu'elles viennent de ma faute. Parce que quand on me disait de pas faire ce mouvement-là parce que j'étais pas assez placée pour le faire, j'écoutais, ça rentrait d'une oreille et puis de l'autre ça sortait, et puis je recommençais parce que je trouvais ça joli et que voilà, ça me faisait kiffer. Par exemple, j'ai travaillé très rapidement les grandes secondes en parallèle, et moi je pense que c'est même sûr parce que c'est là que c'est commencé à venir, ma blessure au genou. Et voilà, parce que du coup j'étais désaxée et que c'est pas grave, je trouve ça joli, ça fait pas mal. Et puis un jour ça m'a fait mal, donc ça, je me suis posé des questions et puis voilà. Mais clairement, pour moi, c'est pas une surcharge de travail, pour ma part. Hein. Ça a été vraiment un mauvais travail. Et en fait, après cette blessure au genou, et mes hanches, du coup, quand j'ai dû arrêter de danser pendant 3 mois, et que le confinement, en fait, le premier confinement m'a aidé en fait à soulager toutes mes douleurs. Parce que du coup, forcément, tu t'ennuies dans un 25 mètres carrés. On dit bon, on fait quoi? On s'étire. Oui, s'étirer, ça fait du bien, ce que je faisais jamais avant, par exemple. Donc, j'avais besoin. C'était limite ces blessures, en fait, qui m'ont permis d'appréhender mon corps autrement, de l'apprivoiser, autrement. Donc, de beaucoup plus étirer, de boire beaucoup plus d'eau, ce que je faisais pas forcément avant. Me prendre en charge par rapport au kiné, à la chiropraxie, c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc ouais, pour moi, je dirais plus c'est un mauvais travail qui ont fait que j'ai pu beaucoup me blesser. Okay. J'en ai eu des trucs, je pourrais pas tout énumérer, mais j'en ai des radios et des scanners dans ma chambre. Yes. Ok. Est-ce que, t'en as parlé aussi un tout petit peu au début, est-ce que tu fais est-ce que ces distinctions que je vais t'énumérer après, elles ont du sens, et si oui, quel sens elles ont pour toi? Voilà les distinctions un peu de la casquette du prof, la casquette du chorégraphe, la casquette du danseur ou de la danseuse, la casquette de l'interprète, pro, semi-pro, danseuse ou danseuse pro. Voilà. Est-ce que tout ça, ça a du sens un peu pour toi, et si oui, quel sens ça a? Alors déjà, ils ont tous un lien. C'est que ça rassemble en fait la danse, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pour ça que je te disais que ce que j'ai beaucoup aimé chez James, c'est qu'il était danseur avant d'être prof. Et en fait, au final, t'apprenais tellement en étant danseur d'où partait le mouvement et comment ressentir un mouvement, que quand tu transmettais en fait en cours, tu disais ah ouais, aujourd'hui en dansant, j'ai ressenti ça. Et c'est ça que je cherche à transmettre à mes élèves, par exemple. Bon, moi, pour l'instant, je peux te dire que j'ai que 2 casquettes, c'est celle de danseuse et de prof. Mais c'est vrai que j'apprends énormément en tant que danseuse pour être prof, et j'apprends énormément en tant que prof pour être danseuse. Parce que quand t'es prof, en fait, tu prépares un cours en amont. Et en fait, moi, c'est la vérité, mais t'as 70% limite d'improvisation dans tes cours, parce que ça ne marche jamais vraiment comme tu le souhaites, et que quand tu vois tes élèves en live, t'as toujours des choses à choper que tu n'aurais pas imaginé. Et en fait, c'est ces choses-là que tu vois sur des corps en face à toi, que tu dis, mais en fait, après en l'expliquant à la personne, tu dis, mais en fait, c'est super logique ce que je propose. Et la fille, quand elle l'a proposé, ou le garçon, pardon, c'était
ouais, c'était en fait logique, tu vois. Et en fait, après, quand tu danses, que tu redanses le lendemain ou le surlendemain, que tu fais autre chose, tu te dis, mais en fait, j'ai été bornée à penser qu'il n'y avait qu'un sens à ça, alors qu'en fait, tu l'as vu sur un autre corps que non. Et c'est pour ça que moi, le métier de prof et le métier de danseur, c'est extrêmement lié par le fait que l'un apporte à l'autre et l'autre apporte à l'un. Et c'est super important, en tout cas, pour moi. Enfin, en tout cas, moi qui suis prof et qui, du coup, ai suivi les études pour ça, je me suis vraiment rendu compte que, en analyse du mouvement, du coup, qu'on a pu suivre, bah, ouais, t'as besoin, en fait, de danser pour savoir comment transmettre. Et t'as besoin aussi, des fois, d'expliquer un mouvement pour savoir comment le danser. Donc, c'est toujours pour moi, c'est toujours lié. Ok. Voilà. Et quand on voit des danseurs pros, par exemple, qui n'ont pas de formation pédagogique, donner des workshops, ils ont des terminologies qui sont extrêmement intéressantes parce qu'ils ont traversé le mouvement des milliers de fois. Et en fait, des fois, tu te dis, mais waouh, ce qu'il dit, ça me parle de ouf. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Par exemple, c'était qui la dernière fois? C'était Jérémy Albert. J'ai trouvé sa façon, en fait. Alors après, je sais pas s'il a suivi des études de pédagogie, mais sa façon, en fait, d'amener, en fait, le mouvement, de l'exprimer, ça m'a énormément parlé, quoi. Et je me suis dit, ouais, mais même moi, en tant que prof, je voyais pas les choses comme ça. Et c'est vrai que même des fois, il suffit de pas forcément parler, mais juste en fait de sentir dans le corps pour lire un corps et le comprendre. Donc ouais, pour moi, danseur et prof, c'est vraiment très lié. Ok. Et on apprend des deux, quoi. Ok. Et par exemple, si t'es en soirée et qu'on te demande ce que tu fais dans la vie, du coup, tu dis quoi? Que je suis danseuse et que je suis prof. Ouais. Tout simplement. Ouais, ouais. Ouais, je vais pas. Je t'avoue que je détaille pas. Oh, je suis danseuse et je suis prof. Ah ouais, et tout. Quel style? Je dis, bah, je suis prof de jazz, danse contemporaine. Ah bah, trop cool. Et puis voilà, c'est. Je détaille pas plus que ça. Voilà, je déteste danser en soirée. Comme beaucoup. Ouais. Comme tous les danseurs, bon, t'as beaucoup de mecs bourrés qui viennent dire ah, tu peux faire un pas de danse. Bah, bref, voilà, c'est un truc typique, hein. Yes. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, je détaille pas plus. Je suis prof de danse et danseuse, on me fait ah, c'est cool, tu vis de ta passion. Ouais, j'ai de ma passion, c'est trop bien. Voilà. Trop cool. C'est souvent ça, tu vis de ta passion. Ouais. Et enfin, c'est quoi pour toi du coup être professionnel dans la danse? Admettons par exemple danseuse professionnelle. Enfin, quel important? Est-ce que déjà c'est pareil, ça a du sens pour toi? Et si oui, totalement. c'est quoi la marche entre les deux? Totalement. Ça a grave de sens pour moi parce que pour moi, être danseuse pro, c'est être intermittent du spectacle, donc avoir tout est caché et tout. Et en fait, non. Enfin, intermittent, c'est pas du tout un. C'est pas ça qui te fait dire que t'es danseuse pro. Parce que Je du coup, pense qu'une c'est danseuse- différent encore d'interprète en plus du coup. Exactement, ouais, c'est ça. Pour moi, un danseur ou une danseuse professionnelle, c'est vraiment quelqu'un qui a la maturité artistique et qui, en fait, moi, personnellement, pour moi, un danseur pro, ça peut être quelqu'un qui est aussi en chemin de professionnalisation, tu vois. Parce que, qui te dit que, enfin, moi, je vois des jeunes là qui dansent dans des écoles de danse qui ont un niveau incroyable et ils pourraient très bien danser pour une compagnie par rapport à un projet en particulier ou quoi que ce soit. Mais un danseur pro, je pense, en tout cas, j'ai dit je pense parce que pour moi, c'est pas une vérité, même pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui se sent assez mature et qui a assez de connaissances sur son corps pour pouvoir en jouer, clairement, et pour pouvoir le faire circuler et sans se blesser, évidemment, et puis être à l'aise surtout. Et voilà. Mais je pense que ça passe surtout par la maturité, en tout cas. La maturité au sens pas artistique, enfin pas forcément artistique, mais voilà, une certaine maturité qui fait que ils se sentent de pouvoir partir sur le monde artistique, quoi. Ok. Voilà. Et est-ce que, du coup, pareil, dans la même démarche, est-ce que faire carrière, ça a du sens pour toi, pareil, et si oui, quel sens ça a ou pas? Faire carrière, pour moi, en fait, c'est juste vivre de ce qu'on aime, quoi. Enfin, c'est pas forcément être soliste dans telle ou telle compagnie, dire après, quand tu seras à la retraite, ouais, j'ai fait carrière dans une très grande compagnie. Enfin, moi, quand je serai une mamie, je pourrais très bien dire j'ai fait carrière dans la danse et je pourrais très bien dire bah, j'ai fait du freelance et donner des cours, mais une carrière, ça reste ton chemin de vie professionnel. Donc,
il n'y a pas de carrière plus qu'une autre, quoi. C'est juste, j'ai vécu ma passion toute ma vie et c'est déjà pas mal, quoi. Donc, c'est clair. C'est tout. Ok. Clairement, c'est tout, quoi. Ok. Et dernier point pour moi. Et pour toi, est-ce que y a des trucs, des cases à cocher grossièrement quand on veut se professionnaliser? Qu'est-ce que ça implique pour toi, le fait de se professionnaliser dans la danse? C'est-à-dire, Est-ce que t'entends par là? Par exemple, si quelqu'un de demain vient te dire qu'il a envie de se professionnaliser dans la danse, est-ce que pour toi, il y a forcément des passages obligés? Est-ce que c'est forcément un parcours, un cursus qui implique régulièrement des choses? Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense avant tout que pour se professionnaliser, il faut faire des rencontres à masse. Je sais en tout cas que moi, c'est ça qui m'a fait une certaine maturité artistique. Le fait que sur un coup de tête, je pars en Israël, je pars en Hongrie, Lisa Jade, au bout de 2 jours, viens, on part à Londres 2 semaines. En fait, c'est ça, c'est clairement des rencontres. Et moi, je connais des personnes qui n'ont pas suivi de formation professionnelle en danse, hormis le DE, qui n'ont pas suivi de formation pro en danse, mais qui ont dansé chez Rambert, qui ont dansé au Kibbutz, qui ont dansé à l'opéra de je sais plus où. Enfin, c'est parce que cette personne-là a fait énormément de rencontres. Et en fait, c'est ça pour moi le plus important. Parce qu'en fait, des rencontres, tu t'apprends. T'apprends, tu as une autre vision de la vie. Et c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment faire des rencontres avant tout, quoi. Ok. Donc, ouais. Ok. Je dirais que c'est ça. Trop bien. Ouais. Moi, j'ai terminé avec les points que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, sur lequel tu veux revenir? Je sais que tu m'avais dit que tu voulais un peu parler de ce que tu avais fait pour ton mémoire. Tu l'as un peu évoqué là, mais... Ou de sujets que tu veux parler, des trucs sur lesquels tu veux revenir ou pas Pour revenir sur l'animalité, en fait, c'est grâce à une danseuse d'Akram Khan que j'ai rencontrée en Hongrie. Tu vois, comme quoi que les rencontres, en fait, t'amènent au chemin professionnel. Comment elle s'appelle? Elle est incroyable. Elle s'appelle Shinyen. Je crois que c'est sa soliste, si je dis pas de bêtises. Okay. C'est sa soliste, en tout cas, Outbiting the Devil. Et en fait, elle demandait de faire une traversée où on se transformait on se transformait en animal en passant par le stade d'humain. Donc on marchait et puis au fur et à mesure on devait se transformer en animal et je me rappelle d'avoir vu un mec devenir un singe, mais c'était juste incroyable. Et je me suis dit putain, c'est un truc de ouf en fait. Il est clairement sorti de son enveloppe corporelle pour devenir un singe et c'était incroyable. Limite il ne devenait plus humain, enfin vraiment il était parti dans un délire dingue. Et je me suis dit mais c'est beau quoi. Et au final on reste quand même des animaux en soi, des animaux certes civilisés, mais on a en fait toujours ce côté primitif à l'intérieur de nous qu'on n'exploite jamais parce que c'est un peu la crainte de la société, etc. Mais pourquoi en fait, après pourquoi, oui, parce qu'après il y aurait trop de débordements, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, quand j'ai vu ce mec, je me suis dit mais waouh quoi. Et après il y a Max Makowski qui a fait durant son workshop de la compagnie au feu secteur pareil en fait une traversée, on devait rencontrer une autre espèce animale, donc il avait fait 2 groupes séparés, on était chacun 2 espèces différentes et on devait en fait faire comme une confrontation entre nous et ça m'a trop parlé quoi. Je me suis dit il y a un truc à chercher et pourquoi en fait on devenait tous complètement animal et puis vraiment ça passait d'un millième de seconde où on arrivait à rentrer dans cette caractéristique là. Et ouais, c'était super puissant, quoi. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches, notamment sur les plasticiens, sur comment l'animal était perçu déjà au point de vue de la société, etc., etc. Et ça reste en fait un objet qui reste incompris, quoi. Parce que ça parle pas, parce qu'on sait pas à quoi ça pense, etc., etc. Et dans la danse, on l'exprime un peu comme la société le pense, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ça évolue, mais on cherche toujours en fait à grappiller des potentielles actions. Et au-delà de ça, un artiste, en fait, un danseur en tout cas, il a cette capacité de pouvoir, on va dire, un peu
devenir quelque chose ou quelqu'un d'une seconde à l'autre par ses émotions, par sa maturité aussi artistique et puis humaine. Et c'est un objet vraiment de fascination pour moi de voir ces personnes, comme ce mec que j'ai vu danser en Hongrie, devenir en quelques secondes quelque chose de complètement plus humain, quoi. Et au final, comment je vois aussi Sita qui utilise beaucoup l'animalité. Je crois que c'est Sita, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Sita. Il me semble qu'il parlait aussi d'animal. Vraiment, c'est cette boule intérieure là qui nous fait devenir quelque chose de beaucoup plus instinctif, on va dire. Et au final, quand on improvise, surtout en danse jazz, ça reste très instinctif quand on improvise. Et pourquoi pas ressentir ce côté un peu animal qu'on a en nous pour développer encore plus et chercher plus loin. Donc voilà, bon après, je t'avoue, je me rappelle plus de tout ce que j'ai pu écrire, mais c'était surtout autour de l'instinction, de l'instinct, de l'improvisation, de comment on évoluait sur scène, des analyses d'œuvres de plusieurs chorégraphes. Je sais qu'au fait, je parlais aussi de chien enragé dans une de ses pièces, je sais plus laquelle. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de terme, quoi. Tu te dis, ça te parle, en fait, parce que ce sont des images qui sont claires, et que quand une personne vient voir un spectacle, mais qu'elle n'a pas les connaissances, on va dire, autour de la danse, mais que tu parles de chiens enragés, de choses comme ça, tu te dis, ah ouais, j'ai cette image en tête, donc j'ai envie de voir ça sur un corps, et du coup, ça parle aussi. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, en tout cas. Et trop cool. Voilà. Trop bien. Trop bien. Voilà. Si t'as rien à rajouter en particulier, moi c'est bon pour moi. Mais trop cool, c'était super chouette. Ça m'a fait trop plaisir, c'est trop cool. Yes, donc, moi aussi ça m'a grave fait plaisir. Mais trop bien Alice, c'était trop stylé en tout cas. Trop bien, et trop cool, merci beaucoup en tout cas. Mais ouais, je t'en prie, ça m'a fait trop plaisir aussi en tout cas. Et on se tient au courant alors. Ça roule. Bon, passe une bonne soirée alors. Ça marche toi aussi. Ciao. Bisous. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.